la formule célèbre de Jean-Paul Sartre, que Céline appelait Jean-Baptiste Tartre, par dérision. Il appelait aussi l'agité du bocal. Enfin, à la fin de Huis clos, la pièce de théâtre, Sartre dit « L'enfer, c'est les autres hein ». C'est une phrase bien connue. Bon, ça exprime bien la difficulté de vivre en société et l'aspiration de chacun, je pense, à plusieurs moments récurrents de sa vie, à un peu de solitude, et échapper à ses enfants, échapper à sa famille, échapper aux autres, etc. Voilà. Donc, ça nous renvoie à ce que Kant appelait l'insociable sociabilité, c'est-à-dire cette tendance que nous avons à vivre en société, doublée d'une tendance à la fuir. Hein, c'est un très beau concept de Kant que Schopenhauer a repris, un autre philosophe allemand. Cette idée que nous sommes à la fois attirés par les autres, en même temps, les autres nous repoussent. Et Schopenhauer a proposé une très belle image pour illustrer cette insociable sociabilité. C'est des porcs épiques, hein, l'animal, hein, pas DSK, le porc épique. Enfin, comme dirait Marcella Yacoub. Mais les porcs épiques, donc, qui, pour se réchauffer l'hiver, dit Schopenhauer, se rapprochent les uns des autres. Et là, évidemment, ils se piquent, du coup, ils s'éloignent. Je pense que c'est une très belle image pour dire à la fois cet attrait pour l'autre, et en même temps le fait que quand on est trop près de quelqu'un qu'on apprécie, eh bien, on ne pense qu'à se barrer, n'est-ce pas? Vous savez, à la fois, lorsque nous sommes loin de l'autre, on a envie de le voir, et puis quand on est avec lui, on attend de partir. Voilà, donc je vais faire vite, du coup, aujourd'hui, comme on me l'a demandé. Alors, comme vous ne le savez peut-être pas, mais ça commence tout juste à arriver en France, il y a une philosophe américaine d'origine russe qui s'appelle Ayn Rand, qui est très très connue aux États-Unis, qui est presque autant publiée que la Bible, hein, c'est pas peu dire. Et elle est très 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 connue. Il y a des dizaines de vidéos d'elle vues à des millions de reprises sur Internet. Ayn Rand, donc c'est une dame qui avait un fort accent russe en anglais et qui est connue pour sa célébration, je dirais, massive et finalement peu nuancée de l'égoïsme. Il y a un livre traduit d'elle en français aux Belles Lettres hein, en 2008, mais c'est encore en cours, je dirais, c'est pas encore tout à fait arrivé. Donc vous avez une sorte de célébration décomplexée, comme dirait l'autre, de l'égoïsme. On envisage, et vous voyez, même si elle n'est pas encore connue, sa pensée commence à faire des ravages. Hein. Pensez à la mode du selfie, par exemple. Le mot de l'année, j'étais au festival de mots le week-end dernier, le mot de l'année, c'est selfie. C'est le nouveau mot qu'Alain Rey va introduire dans son dictionnaire historique de la langue française. C'est selfie. Hein. Et du coup, vous avez cette percée aujourd'hui du narcissisme que l'on voit très bien dans cet indicateur, vous savez, de l'ère du temps, que sont les magazines féminins, où vous avez sans cesse cette injonction à penser d'abord à soi. Vous avez tous remarqué, je pense, qu'à côté de l'objectif de l'été, objectif minceur, vous avez toujours aujourd'hui cette insistance lourde sur il faut d'abord penser à soi, arrêtons d'être des pigeons, arrêtons de nous faire exploiter, pensons d'abord à nous-mêmes, etc. Donc il y a cette célébration décomplexée de l'égoïsme qui n'est plus tabou aujourd'hui. D'ailleurs, je vous recommande le dernier Philosophie Magazine. Vous savez, il y a un magazine mensuel qui s'appelle Philosophie Magazine, qui est assez bien fait. Le dernier numéro, c'est « Peut-on s'aimer soi-même ?» la question, justement. Ça porte là-dessus, sur ce narcissisme un peu ambigu de notre temps. Alors, donc, si on dit que l'enfer, c'est les autres, est-ce que c'est la vérité ? Je voudrais inverser un petit peu cette idée reçue depuis Sartre, hein, et dire qu'en fait, le véritable enfer, c'est le moi séparé. D'accord ? Le véritable enfer, c'est le moi séparé, c'est la solitude complète, totale. Pensons par exemple à l'autiste, hein, ce dont il souffre finalement, c'est d'être enfermé en lui-même, n'est-ce pas ? On pense à ce célèbre enfant découvert au XVIIIe siècle, vous savez, qui avait passionné toute l'Europe, Victor de l'Aveyron. En fait, d'après une thèse, il aurait été recueilli dans la forêt, vous savez, etc., dans des conditions étranges. En fait, la thèse actuelle, c'est que c'était un enfant autiste, et à l'époque, on ne diagnostiquait pas l'autisme, puisqu'il ne parlait pas, il ne communiquait pas, il faisait juste des grognements, etc. Donc on l'avait pris pour un enfant loup, alors qu'en fait, c'est simplement un autiste. Et du coup, on n'avait pas pu lui apprendre le langage. Donc, vous voyez ici que le véritable enfer, c'est de rester totalement seul. Il y a eu un reportage récemment très intéressant sur la détention administrative aux États-Unis. Donc les gens mis en isolement, vous savez, parfois pendant des années. Le triste record, c'est 29 ans d'isolement. Vous voyez quelqu'un qui reste dans une cellule de 7 mètres carrés pendant 29 ans tout seul sans jamais voir personne. Même quand il va prendre une douche, il est seul. On lui ouvre la porte, vous voyez, il va dans le couloir, il prend une douche, il revient. Donc 1 heure, je crois, de promenade par jour seulement, etc.
Donc ces gens-là racontaient, il y avait des interviews de gens qui avaient passé bien beaucoup d'années en isolement, et bien racontaient qu'au bout de 2 semaines, ils voyaient des choses, ils voyaient des choses, ils commençaient à entendre des voix, ils devenaient presque fous. Donc l'isolement, vous voyez, qui peut paraître préférable au fait d'être en prison avec d'autres détenus dangereux, n'est-ce pas, où on peut se faire tuer, abuser, etc. Eh bien l'isolement est plus craint que le fait d'être dans une autre prison avec d'autres détenus. Ce qui peut paraître paradoxal. On peut penser qu'en isolement, on est au moins en sécurité. Mais personne ne tolère cette solitude absolue. Il y en avait même un qui avait recopié l'intégralité de la Bible. Vous voyez, il faut de la passion pour ça. Il avait mis 1 an, 9 mois et 4 jours, je me rappelle, pour recopier la Bible dans son intégralité. Bon, donc vous voyez, c'est le seul livre qu'il avait évidemment à disposition dans cette cellule-là. Donc vous voyez cette autonomie, puisque finalement il est seul, il est indépendant, il a tout ce qu'il faut pour vivre, etc. Cette autonomie, entre guillemets, est peu enviable. Et on peut penser que cet enfer carcéral, hein, cet enfer, est pire encore peut-être que l'enfer conjugal. Voilà. Alors, du coup, on comprend, je pense, la phrase de John Donne. C'est un grand poète anglais que j'ai mise en titre de cet exposé. C'est un très beau passage, bien connu d'ailleurs parce qu'il a inspiré notamment le texte de Hemingway, Pour qui sonne le glas. Ce poème se termine par Tu me demanderas pour qui sonne le glas sonne pour toi. Donc c'était la phrase qu'avait repris Hemingway pour son célèbre ouvrage. Donc John Donne a dit Nul homme n'est une île, nul homme n'est un tout en soi. Chaque homme est partie du continent. Et moi-même un jour, enfin tout récemment, j'ai repris cette phrase, le début, Nul homme n'est une île, mais j'ai ajouté par rapport à notre époque, mais les continents dérivent de plus en plus. Nul homme n'est une île, mais aujourd'hui les continents dérivent. Et un jour, j'étais au Salon du Livre, en mars dernier, vous savez, et je tombe sur un roman policier, et j'ai trouvé le titre génial, c'était La dérive des incontinents. Je dis, voilà, les incontinents aussi dérivent aujourd'hui, et de plus en plus. Voilà, donc vous avez cette idée ici de la solitude, ou le fait d'être seul, comme étant être un individu séparé, partiel finalement. Hein. On se rappelle du mythe de Platon, de l'androgyne, vous savez, où Platon explique l'attraction amoureuse par le fait qu'on recherche sa moitié, puisque à l'origine nous étions des hermaphrodites et nous avons été séparés, coupés en deux par les dieux, et depuis chacun cherche sa moitié pour s'unir. Donc cette idée d'une incomplétude, d'une dépendance foncière de l'homme. Alors 2 références rapidement pour être plus sérieux. Il y a aussi un concept qui est encore peu connu en France, mais il y a un chercheur qui vient de faire une thèse là-dessus, ça commence un petit peu à venir, c'est la néoténie. La néoténie, c'est un concept d'un anatomiste hollandais qui s'appelle Bolk, Lodewijk, c'est-à-dire lui, Bolk, qui a montré que l'homme, enfin de manière très sérieuse, de manière scientifique, que l'homme est le seul animal qui naît inachevé. L'homme naît inachevé, l'homme naît prématurément. Je ne parle pas ici des bébés prématurés, n'est-ce pas, mais tout homme, même ceux qui naissent à terme, sont prématurés, c'est-à-dire que l'homme naît incomplet. C'est une très belle opposition. Si on cherche à tout prix un propre de l'homme, on le cherchera toujours dans le langage, le rire, etc. Mais il faut le chercher là, peut-être, dans cette dépendance totale de l'homme. Il n'y a pas d'autres animaux qui naissent aussi dépendants, aussi totalement dépendants que l'homme. Chaque animal, vous le savez, a certaines capacités à la naissance, certes minimales pour certains, mais par exemple, la plupart des animaux peuvent déjà manger la nourriture de leurs parents. Vous voyez, ils mangent la même chose. Donc on n'a pas besoin de leur mixer, de pré-mâcher le repas, etc. Même l'éléphant, vous savez, l'éléphantau est le seul animal qui ne saute pas, comme chacun sait. Eh bien, même l'éléphanto à sa naissance, on a vu récemment une naissance d'éléphanto dans un zoo allemand, eh bien, même l'éléphanto marche un peu à la naissance. Vous voyez, bien sûr, il se casse la gueule, il se relève difficilement, mais il marche déjà. Alors qu'un bébé ne pourrait pas survivre, comme vous le savez, ne pourrait pas survivre s'il n'était pas entièrement pris en charge. Il mourrait à coup sûr, alors que la plupart des animaux sont abandonnés, vous le savez, par leurs parents, et donc certains, pas tous, ceux qui arrivent à survivre aux prédateurs, bien sûr, survivent. Donc vous avez cette idée d'une prématurité fondamentale de l'être humain qui fait que la dépendance de l'homme est totale. Par rapport aux autres animaux, elle est relative, cette dépendance est relative. Alors, deuxième référence, je vous le recommande vivement, je pense que tout soignant devrait lire ça, parce que le point de départ, c'est une situation de soins. C'est un livre d'Albert Memmi, qui n'est plus du tout connu, il était très connu dans les années 70, parce qu'il avait beaucoup écrit sur la décolonisation, portrait du colonisé, portrait du colonisateur. Et il a écrit plus tard un livre sur la dépendance, qu'il distingue de la sujétion.
Et je pense que ce n'est pas une manière habituelle de voir les choses, mais c'est une bonne approche pour nous. La suggestion, nous dit Mémy, est subie, la servitude est subie, alors que la dépendance finalement, peut être volontaire. Hein, et la dépendance peut être bénéfique. Donc là, on voit un rapport de domination entre le sujet et le dominé. Eh bien, dans la dépendance, on voit plutôt une relation de pourvoyance, dit-il, au dépendant. Alors, je vous lis le début parce que c'est une situation de soins, je pense qu'elle est intéressante pour vous. J'ai découvert l'extraordinaire importance de la dépendance il y a quelques années dans un hôpital. À l'occasion d'une maladie grave, je n'eus pas le droit de quitter mon lit, ni même de bouger, ne fût-ce que pour changer de côté. Ça se passe dans les années 70. C'est dans cet état d'impotence extrême que je vis à quel point on peut avoir besoin d'autrui. Pas seulement du médecin-chef, de ses internes, des infirmières de jour et de nuit, mais aussi des aides-soignantes, de la masseuse, de la moins spécialisée des filles de salle. Pas seulement pour des soins thérapeutiques, mais pour un geste, une parole de réconfort, l'aspect subjectif bien sûr. Une nuit, je fus pris d'un malaise. Personne n'osant prendre une décision aux conséquences risquées. Je pense que les plus anciens d'entre vous comprennent de quoi il s'agit. C'était une médecine différente à l'époque. Je sombrais dans la détresse de l'abandon. Il fallut insister fortement pour que l'on réveillât une infirmière principale, puis l'interne, pour obtenir une autorisation sans laquelle je serais demeuré jusqu'au matin dans une gêne quasi insupportable. Le spectacle de mes compagnons de misère acheva de me convaincre. Ils étaient tous dans la même quête, plus ou moins éperdus selon la gravité de leur cas, humiliés quelquefois pour le moindre de leurs besoins. Un philosophe a parlé récemment à propos de son cancer. Il racontait son cancer à l'hôpital, de vie mutilée. J'aime beaucoup ce terme-là. Et puis, poursuit Mémy, l'attente des visites de la famille, des amis, pour rompre la solitude et la continuité de l'angoisse. Très belle formule, la continuité de l'angoisse. En quittant l'hôpital, j'emportais l'idée définitive que la dépendance est une donnée permanente de la vie du malade, bien sûr. Et il ajoute, ayant longtemps travaillé sur la domination et la suggestion par rapport aux colonisateurs, je tentais d'abord de ramener la dépendance du patient à sa suggestion au personnel hospitalier. Vous voyez, il y a une certaine agressivité envers les soignants, lequel y trouvait l'occasion de le dominer. Dans un premier temps, on peut penser qu'il y a une volonté de domination du patient. Cette équivalence se révéla vite insuffisante, sinon fallacieuse. Certes, le soignant peut goûter quelques âcres plaisirs dans l'exercice autoritaire de son métier, mais dans son euphorie, entre autant la satisfaction de se savoir indispensable, de pourvoir aux besoins de quelqu'un. Le soigné peut se sentir tributaire de cette aide, mais plus encore, il l'attend. Il la réclame si elle tarde. D'un tel secours dépend son rétablissement. Voilà, voyez donc, je pense, un très beau glissement de la suggestion, qui est une dépendance subie, dépendance forcée, à la dépendance au sens de quelque chose qui nourrit la relation, quelque chose qui établit justement une relation forte entre le pourvoyeur et le dépendant. Alors, pour terminer ce premier moment, il y en a 7 en tout, je plaisante, il n'y en a que 3 évidemment, c'est la philosophie, c'est la Trinité. Pour terminer ce premier moment, je dirais que l'autonomie, comme vous le savez, est un principe qu'on présente toujours sous un jour positif, enfin en tout cas dans les dernières années. En tout cas, l'autonomie on présente comme idéal. Or, si on le regarde d'un point de vue métaphysique, risquons le terme presque obscène, l'autonomie, c'est le principe luciférien. Si on y réfléchit un instant, car je pense qu'on n'est pas habitué à citer Lucifer en éthique, donc je me dévoue. Lucifer, qu'est-ce que c'est le porte-lumière, n'est-ce pas, littéralement? Lucifer, celui qui s'est séparé de Dieu, qui a quitté le tout, qui s'est affranchi, qui s'est autonomisé, qui est parti, avec d'autres anges déchus, fonder une autre société, n'est-ce pas? C'est comme si on partait de l'espace éthique pour créer un autre espace éthique. Bon, ce ne sera pas moi, j'en ai pas les compétences. Donc, c'est quelqu'un qui a quitté le Père, n'est-ce pas, Dieu le Père, pour aller fonder son propre... qui a tué le Père en quelque sorte, qui le lui a bien rendu d'ailleurs après, pour aller fonder son propre club. Donc, comme l'a dit Rudolf Steiner, là encore une référence peu orthodoxe, c'est un auteur un peu ésotérique, un peu lié à la théosophie, un peu flou pour ainsi dire, que seul Astrid Leclerc a lu certainement. Eh bien, comme disait Rudolf Steiner, Lucifer, c'est celui qui se sépare du tout. C'est celui qui prétend vivre par lui-même, pour lui seul. Celui qui prétend se suffire à lui-même. Et une remarque tout à fait géniale de Rudolf Steiner, Lucifer est à l'origine de toute activité artistique ou intelligente de l'homme. Il a un rôle positif donc dans l'évolution. Mais du coup, il donne à l'individu, par ce fait même qu'il l'encourage à l'activité artistique, etc., il donne à l'individu l'illusion d'être autonome. Voyez, Lucifer donne à l'individu l'illusion qu'il peut se suffire à lui-même. Donc c'est une sorte de tentation diabolique, l'autonomie, si vous me suivez jusque-là, pour exagérer un petit peu, mais c'est une sorte surtout d'illusion gratifiante. Alors un mot rapidement là-dessus.
L'autonomie est en effet une fiction. L'autonomie totale, l'autonomie complète, est une fiction, un idéal irréalisable, une illusion certainement gratifiante, puisqu'on la maintient. Alors, comme vous le savez certainement, et j'ai écrit là-dessus dans un recueil dirigé par Emmanuel, comme vous le savez, c'est Emmanuel Kant qui est l'inventeur, comme l'a dit un auteur qui s'appelle Jérôme Schneewind, qui a écrit un très gros livre, très important, sur Kant et l'invention de l'autonomie. Alors, l'invention, c'est entre guillemets, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que c'est Kant qui a donné son sens fort à ce terme-là. Donc, il faut considérer Kant comme l'inventeur de l'autonomie, en entendant par là l'autonomie morale. L'autonomie morale, bien sûr, l'autonomie au sens fort. C'est-à-dire, pour Kant, l'autonomie, il ne faut pas l'oublier, c'est la liberté de bien agir. Ce n'est pas juste la liberté, l'autodétermination, la liberté d'agir, mais c'est la liberté de bien agir. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais d'agir en fonction du bien. Mais Kant précisait lui-même que l'autonomie était un horizon de l'action. Kant n'a jamais dit que l'autonomie existait. Il la présente comme un idéal souhaitable, n'est-ce pas? Il faut tendre vers l'autonomie. Bon, et on peut penser que l'homme étant encore, en partie en tout cas, rattaché à l'animalité, il ne peut pas prétendre à cette dimension presque surhumaine qu'est l'autonomie, en tout cas cette dimension d'autonomie morale. Quoi qu'il en soit, comme vous le voyez, à partir de Kant, on a un sens positif accolé à la notion d'autonomie, et en revanche un sens très négatif associé à la dépendance. Qui en effet donnerait un sens positif à la dépendance? Aucun de nous, spontanément. Vous êtes d'accord? Qui dirait que la dépendance a du bon? Or, comme le montre Albert Memmi, la dépendance, ce n'est pas seulement la faiblesse, la vulnérabilité, c'est aussi la relation à l'autre, le besoin d'une relation à l'autre. Et s'il n'y avait pas ce besoin, eh bien, on n'irait pas vers l'autre. Vous voyez, c'est quand même une impulsion vers l'autre. Donc, on peut très rapidement faire un parallèle avec la théorie du développement moral célèbre qu'a développé Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, c'est l'auteur qui est indirectement à l'origine de l'éthique du Caire, puisque c'est en attaquant sa pensée que Carol Gilligan, la première qui a parlé en 86 du Caire, eh bien, a développé cette éthique alternative, cette éthique qui s'oppose à l'éthique de l'autonomie. Lawrence Kohlberg, donc c'est un auteur américain qui a dégagé 6 stades du développement moral, 6 étapes du développement moral, de l'égoïsme, alors c'est le premier stade, lui il veut le dépasser, à l'autonomie en passant par le conformisme. Bon, d'après Kohlberg, et ça a choqué profondément Carol Gilligan, les femmes sont incapables d'aller jusqu'au 6e stade. Les femmes restent au 3e stade simplement, c'est-à-dire l'aide spontanée donnée à autrui, la solidarité, la compassion. Mais pour lui, justement, ces valeurs-là, solidarité, compassion, etc., entraide, sont des valeurs naturelles finalement. Il n'y a aucun mérite à suivre sa nature pour une femme, d'être maternelle, dans le besoin, dans l'aide, dans l'entraide, etc. Donc Kohlberg et Carol Gilligan insiste là-dessus, et c'est vrai que c'est une enquête assez choquante, celle de Kohlberg. Kohlberg n'a pris comme sujet que des garçons. Il parle du développement social de l'homme, mais c'est vraiment le mâle, hein, c'est pas l'homme au sens de anthropone, l'être humain. Donc Carol Gilligan a eu raison de montrer que placer l'autonomie, vous voyez, de manière assez prévisible finalement, placer l'autonomie au sommet du développement moral, c'était bien une idée d'homme. Alors je ne vais pas entrer dans le féminisme de Carol Gilligan parce qu'elle le pousse trop loin, cette idée que finalement l'éthique du Caire c'est une éthique féminine. Mais parce que comme dira John Tronto après, vous savez la deuxième penseuse du Caire, comme dira John Tronto, si c'est une éthique féministe, alors on est en train de dire aux hommes, vous ne pouvez pas l'acquérir, laissons-la aux femmes. On retombe dans le même cliché, vous voyez. Donc elle disait, voilà, c'est une éthique féminine, mais pas féministe. Elle jouait là-dessus. Mais enfin, Carol Gilligan, malgré cet aspect ultra-féministe, a raison de dire que l'autonomie n'est pas cette valeur incontestée qu'on présente. Vous voyez, moi je trouve ça très intéressant dans cette approche initiale qu'on trouve dans son livre, traduit en français récemment, s'appelle « D'une voie différente ». L'éthique du Caire, je ne sais plus le sous-titre, une voie différente pour une éthique du Caire. C'est la traduction du livre paru en 86, traduit 20 ans plus tard seulement. Donc Carol Gilligan nous montre que l'autonomie n'est pas cette valeur absolue qu'on présente et que plus important peut-être que l'autonomie, qui est une éthique masculine d'après elle, eh bien, est cette éthique de la relation. L'éthique du Caire, c'est-à-dire l'éthique du souci d'autrui, l'éthique de la relation. Bon. Alors, aujourd'hui, on propose un terme un peu mixte, que je vous propose aussi, c'est l'autonomie relationnelle. Si vous regardez les ouvrages américains aujourd'hui, on parle d'autonomie relationnelle pour évoquer justement cette perspective féministe sur l'autonomie. Mais je préfère pour ma part la définition géniale d'Albert Memmi. Albert Memmi disait « l'autonomie, c'est le libre choix de ses dépendances ». Je crois que ça dit magnifiquement la chose. L'autonomie, finalement, qu'est-ce que c'est si ce terme a
un sens concret, c'est le libre choix de ses dépendances. Alors, troisième et dernier point, pour tenir le temps, il faut donc, je parlais d'impossible autonomie, il faut donc renoncer à cette impossible autonomie, à cet idéal irréalisable, pour lui préférer l'interdépendance. Alors, voilà un terme philosophique qui me tient à cœur, un terme d'ailleurs aussi médical. L'interdépendance, en effet, c'est une notion qui remonte à Hippocrate, tout simplement. Hippocrate disait, une formule reprise par Leibniz, « Subnoia panda », ça veut dire « tout conspire ». Alors, ce n'est pas une thèse paranoïaque, bien sûr, tout conspire, mais c'est l'idée que tout converge vers tout. Tout est lié dans le monde, d'accord? C'est ça l'interdépendance. Subnoia panda, tout conspire, tout est lié. Donc, ça vaut aussi pour les êtres humains, bien sûr. Ça veut dire que personne n'est réellement isolé des autres. Personne ne peut réellement vivre tout seul. Voyez, même Robinson sur son île, pour reprendre l'exemple de John Donne, même Robinson est obligé à un moment, vous savez, il y a une thèse psychanalytique que je trouve intéressante, qui est de considérer Vendredi comme l'ami imaginaire de Robinson. Vendredi n'a pas réellement existé, c'est Robinson qui finit par voir quelqu'un, parce qu'il a besoin d'un ami. D'ailleurs, si vous lisez le roman, Vendredi ne parle pas. Évidemment, il ne parle pas anglais, du coup, il ne peut pas tout parler, mais il ne parle pas jusqu'à ce que Robinson lui apprenne la parole, lui apprenne les bonnes manières, lui apprenne tout. Donc c'est sa création, c'est littéralement sa création. Vous voyez, c'est la création de son imagination. À force d'être seul, il finit par inventer un ami imaginaire, comme les enfants. Vous avez peut-être vu aussi le film Seul au monde avec Tom Hanks. Vous savez, il s'enlève une dent à un moment avec un patin à glace. C'est une scène difficile à supporter. Bon, Tom Hanks, pour ne pas devenir fou justement, il parle à un moment à un ballon de volley, si vous vous rappelez cette scène, qu'il appelle Wilson parce que c'est un ballon Wilson. La marque du ballon de volley, c'est Wilson. Il lui met une moustache, il lui met des yeux, et il commence à parler au ballon en étant bien conscient que c'est un ballon, n'est-ce pas, pour ne pas devenir fou justement. Donc, l'idée ici de l'interdépendance qu'on trouve chez un philosophe allemand qui a critiqué l'autonomie chez Kant, qui est Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Feuerbach, dans les principes de la philosophie de l'avenir, nous dit « Il n'y a pas de jeu sans tu ». C'est une idée qu'a reprise Martin Buber, un grand penseur juif, dans Le jeu et tu, dans un livre fabuleux qui s'appelle « Jeu et tu », tout simplement. Donc pour Feuerbach, il n'y aurait pas de jeu sans tu, c'est-à-dire, pensons au stade du miroir, que vous connaissez bien, s'il n'y avait pas un autre pour me renvoyer une image gratifiante de moi, je n'aurais pas d'estime de moi, et si l'autre me renvoie une mauvaise image de moi, bien sûr, j'aurai une mauvaise estime de moi, etc. Donc le jeu ne peut se poser qu'à travers l'autre. Autrement dit, il n'y a pas d'autoposition possible, nous dit Feuerbach, pas d'autoposition possible du moi. Le moi ne peut pas se poser dans l'absolu comme chez Descartes. C'est Descartes vous dit « je pense, donc je suis », enfin je doute, c'est-à-dire je pense, c'est-à-dire je suis. Donc on ne peut pas se poser tout seul. Descartes le fait dans la solitude, vous voyez, il écarte tous les autres, pouvoir se poser en tant que moi, en tant que je pensant. Mais pour Feuerbach, c'est une illusion, parce que le fait qu'il parle, le fait qu'il pense, eh bien ça lui vient de ses parents, ça lui vient du contexte. Donc il n'aurait pas pu parler, il n'aurait pas pu penser si les autres ne lui avaient pas appris à penser. Justement, vous savez, si un enfant a été privé de la compagnie humaine les 6 premières années de sa vie, il ne peut jamais rattraper ce retard, vous voyez, ce retard de l'interrelation primordiale. Voilà, donc je dirais que personne ne peut réellement vivre pour lui-même, même le plus grand narcisse, et il y en a aujourd'hui un certain nombre, eh bien, a besoin de reconnaissance, vous le savez bien. Moi, je trouve cette idée très, très intéressante. Même le plus grand narcisse a besoin d'être reconnu, parce que s'il était le seul à s'admirer, eh bien, il en souffrirait, n'est-ce pas? Enfin, il n'aurait pas assez de public, d'accord? Alors, pour terminer en beauté, j'espère, on va s'élever là à la métaphysique hindoue, on va aller encore plus haut. Il y a une notion, alors, peut-être totalement inconnue de tout le monde, mais allons-y quand même. Il y a une notion fondamentale dans l'hindouisme, pas dans le bouddhisme, mais avant même, qui est la pratitya samutpada, c'est-à-dire la production conditionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça a l'air compliqué, d'ailleurs il y a des descriptions très très compliquées, mais l'idée est très, très simple, très belle. La production conditionnée, c'est l'idée que tous les phénomènes du monde sensible sont liés entre eux, que tout est interdépendant, donc que rien n'est absolument autonome, rien n'est absolument seul. La dépendance est généralisée, vous voyez? Dans l'univers, tous les phénomènes de l'univers sont dépendants les uns par rapport aux autres, donc l'interdépendance est générale. Alors, si vous connaissez un petit peu la mythologie hindoue, enfin la philosophie hindoue, cette idée d'interdépendance est liée à l'impermanence de toute chose. Toutes choses sont impermanentes. Le monde est en flammes, dit Bouddha plus tard, n'est-ce pas, dans une phrase
très intéressante. Le monde est en flammes, il faut éteindre l'incendie, vous voyez, il faut éteindre ce feu, cette agitation permanente, etc. Donc c'est lié à l'impermanence de toute chose, et notamment, alors ça c'est la grande idée hindoue, vous voyez que l'Occident a oublié, notamment à l'irréalité de l'ego. L'ego est une construction. Vous comprenez l'ego, les Legos? Bon, l'ego est une construction, c'est-à-dire que l'ego n'a pas d'existence séparée. C'est une illusion. C'est une illusion de croire que l'ego existe pour soi, existe en soi. Ça, c'est très clair dans la pensée hindoue. Irréalité de l'ego, mais l'ego va s'affranchir, principe luciférien encore, vous voyez, l'ego va s'affranchir du tout pour se poser lui-même, pour se poser en tant que tout, en tant que petit tout. Nous allons nous poser en tant que tout pour contraster avec le grand tout, avec le grand soi, comme l'appelle l'Atman, comme l'appellent les hindous. Donc l'autoposition de l'ego, est-ce autre chose finalement que l'autonomie, c'est-à-dire se prescrire ses propres lois, prétendre qu'on ne dépend plus de la nature ou des autres. Vous voyez, Kant appelle hétéronomie, rappelez-vous, le fait de dépendre de son corps, le fait de dépendre de ses sens, le fait de dépendre des autres. D'accord ? L'hétéronomie, c'est le fait d'obéir à une loi extérieure à nous-mêmes. Donc l'autonomie, c'est le fait de ne dépendre que de soi. Alors, qui peut réellement ne dépendre que de lui-même? Vous voyez, c'est cette idée d'une autonomie impossible qu'on reprend ici. Alors, dernier mot, cette impermanence, et je pense que là, on peut finir par le soin, comme on a commencé par le soin. Cette impermanence, vous le savez, comme vision générale de l'existence, elle est liée pour le bouddhisme, ça c'est l'interprétation bouddhiste de cette idée, elle est liée à dukkha, elle est à l'origine de dukkha. Dukkha, c'est la souffrance, mais à tous les sens de souffrance. Ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est d'ailleurs pas essentiellement ça. C'est la souffrance morale, c'est l'agitation nerveuse, vous voyez, l'angoisse existentielle, l'agitation nerveuse, la volonté de faire des choses sans arriver jamais à rien, etc. Donc, la production conditionnée est à l'origine de dukkha. Vous voyez, c'est parce que nous sommes interdépendants sans l'accepter, parce que nous souffrons de cette interdépendance, que nous restons dans l'agitation. Comment faire cesser l'agitation? Comment faire cesser dukkha? Ça, c'est les 4 nobles vérités du bouddhisme. Eh bien, en acceptant la réalité, c'est-à-dire l'interdépendance. Vous voyez, ne plus subir l'interdépendance, en souffrir, parce qu'on a cette illusion d'être libre, on souffre de ne pas être totalement indépendant, mais accepter l'interdépendance pour ne plus en souffrir. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est ça le remède, le fameux quadruple remède, le fameux grand remède que propose Bouddha. Donc, en ce sens-là, je conclus. On voit ici, et je pense que ça parle à tous, même si le propos peut sembler général, on voit que la souffrance, là encore au sens global du terme, pas seulement la douleur physique, la souffrance morale, l'angoisse existentielle, etc., la souffrance sociale aussi, la souffrance s'explique par l'incomplétude de tout un chacun. Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a dukkha? Parce que nous sommes incomplets. Et nous le sommes toujours, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut combler. Nous sommes incomplets fondamentalement. L'incomplétude est le fond, si on peut dire, entre guillemets, de l'existence. Donc, nous souffrons du fait d'être dépendants. Voilà pourquoi nous aspirons, alors secrètement ou ouvertement, nous aspirons à une indépendance totale. Je posais la question de savoir si cette incomplétude, en fait, peut-être qu'elle n'est souffrance qu'à partir du moment où la méthodologie utilisée pour s'en extraire n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on se retrouve à obéir aux désirs des autres et pas aux nôtres. Et que ce n'est pas forcément l'incomplétude en tant que telle qui est souffrance, c'est la pollution qu'il peut y avoir. Oui, bien sûr, j'ai commencé là-dessus. Je pense que le souci lorsqu'on veut remplir ce vide ou combler ce vide, c'est que parfois on le complique, on tombe sur des relations qui ne sont pas véritablement épanouissantes ou qui ne nous complètent pas vraiment. Mais si, c'est l'incomplétude qui est source de souffrance, parce que dans la mesure où nous l'envisageons comme un défaut, d'accord? Dans la mesure où nous voulons absolument être complets, mais être complet voudrait dire ne plus dépendre des autres, vivre totalement pour soi-même, s'écarter du tout, etc. Donc, quelque part, et le courant principal du bouddhisme, c'est-à-dire le Mahayana, le grand véhicule l'a compris, ça veut dire le délivré vivant s'en va du monde. Alors que dans le grand véhicule,
le bodhisattva, le délivré vivant, lui revient pour donner l'enseignement d'éveil aux autres. C'est-à-dire, il ne pense pas qu'à lui. Vous voyez, si vous êtes éveillé, vous avez compris la vérité, que tout le monde est en permanence, que les objectifs que recherchent les uns et les autres sont dérisoires, eh bien, voilà, vous n'avez plus besoin d'être dans ce monde, vous pouvez vous retirer. Mais dans le Mahayana, justement, on fait preuve de compassion, on revient aider ceux qui ne sont pas encore éveillés. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que même l'individu complet, c'est-à-dire le sage, l'éveillé, eh bien, ressent le besoin encore d'entrer en relation avec les autres, de les aider encore. C'est ça qui me paraît très intéressant dans le Mahayana par rapport au petit véhicule, le Hinayana, qu'on a dans l'Asie du Sud-Est, vous savez, qui d'ailleurs s'est étiolé au fil du temps assez rapidement, parce que c'est une thèse très difficile à tenir, le Hinayana. Mais le bouddhisme, dans ce qu'il est devenu, par exemple dans le zen, c'est cette idée qu'on ne peut pas abandonner les autres, même si nous, on est tiré d'affaire. Finalement, dans la critique de l'autonomie qui fait partie de la culture, alors tu y as aussi participé, mais Armelle Debrue aussi est très critique par rapport au principe d'autonomie, notamment qui s'est complètement dévié, qui a dévié avec la loi du 4 mars. C'est le mot dévié ou pas? Une déviance. Oui. Les cas qui s'est corrompu dans la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé, où on a sacralisé le concept d'autonomie, qui est devenu finalement équivalent à la solitude, à l'individualisme, et finalement à la rivalité entre les uns et les autres, beaucoup plus qu'à la cause commune. Et c'est vrai que lorsqu'on place le concept d'autonomie comme un concept qui ne se discute plus, et qui est équivalent à des droits qu'on ne peut plus discuter, et qui sont autant d'exigences, qui sont absolument insoutenables dans le contexte du soin, on voit à quel point la visée autonomie, c'est quand même plus riche, c'est-à-dire s'efforcer de viser finalement une responsabilité individuelle. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant et qui pour nous rentre vraiment dans la culture de notre réflexion, c'est la notion d'interdépendance, c'est-à-dire cette richesse de l'altérité, c'est-à-dire comment on construit, comment on partage, comment finalement on est dans un projet qui partage, qui met en commun un certain nombre de valeurs. Donc je trouve que c'est intéressant d'éclairer le principe d'autonomie. Alors juste une question un petit peu facile, mais ça sera pour toi une belle conclusion que de pouvoir y répondre. Est-ce qu'on peut être véritablement autonome lorsqu'on est confronté à la maladie, qui est par nature l'expression de l'hétéronomie, de la dépendance, également de l'incertitude, bref, de tout un ensemble de considérations qui remettent en cause ce que l'on est et qui nous font craindre de ce que l'on risque de devenir, quoi. Bien sûr, la maladie, par définition, perd d'autonomie, d'où le paradoxe consiste à insister sur l'autonomie du malade, hein, évidemment. Mais je dirais que, justement, la maladie, c'est le réveil, c'est le moment où on se rend compte qu'on n'est pas réellement autonome, qu'on ne l'était déjà pas. C'est-à-dire que dans la maladie, on prend conscience des limites de son être. Comme dit Mémy, le fait d'avoir besoin de l'aide juste pour être retourné ou pour se relever. Moi-même, je me suis fracassé des côtes tout récemment et je ne pouvais plus sortir de mon lit, c'était ridicule. Et donc, on devait me rouler pour me sortir du lit. Et bon. Alors, c'est là où quelqu'un d'hyperactif, je pense comme toi ou moi, quelqu'un d'hyperactif est ramené à la réalité, mais de manière extrêmement brutale et douloureuse, par cette idée que finalement, ce qu'il croyait être de l'autonomie eh bien, était déjà très relatif, très limité. Voilà, j'avais fait cette remarque aussi à Toulouse récemment, parce que c'était le 15 mai, vous savez. J'essayais de prendre un avion pour Toulouse, alors tous les avions étaient annulés. Et donc, je me disais, voilà, je devais parler d'autonomie le lendemain. On n'a pas d'autonomie, parce qu'il suffit qu'un avion soit supprimé, et voilà, tous les beaux plans qu'on a mis en place s'écroulent. C'est pour ça que j'ai une autre pensée à ce propos, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on présente comme l'autonomie, ça c'est la traduction technique du principe luciférien dont je parlais, ce qu'on présente comme l'autonomie de la personne aujourd'hui, c'est l'autonomie des machines. Ce sont les machines qui sont autonomes et pas nous, hein. C'est-à-dire qu'il suffit de voir un amphi d'université aujourd'hui, et vous voyez, là, avant le début du cours, la lutte pour les prises libres, vous voyez, tout le monde cherche à recharger son téléphone, son ordinateur, etc. Et un jour, il y a déjà 5-6 ans, j'ai vu quelqu'un arriver avec une multiprise, un étudiant prévoyant, vous voyez, avec une multiprise au cas où toutes les prises seraient prises. Donc, vous voyez, à partir du moment où la technique nous lâche, ou l'aide artificielle, parce que l'aide artificielle, vous voyez, ne compromet pas notre autonomie, parce que quand une machine nous aide, bon, on ne se sent pas dépendant d'elle.
Mais lorsque la technique nous lâche et qu'on doit redemander de l'aide à quelqu'un, eh bien là, on se rend compte que c'était une illusion et le rêve debout se termine. Une dernière incidence comme ça, mais assez rapide. Finalement, quand tu dis à travers Mémie que la dépendance, c'est aussi reconnaître la présence de l'autre qui est capable de répondre à mon appel, à mon besoin, on trouve la même interprétation chez Lévinas par rapport à la souffrance, qui est l'expression de l'appel de l'autre. C'est-à-dire quand on souffre, on exprime un appel et on espère secrètement qu'il sera entendu et j'allais dire consolé d'une certaine manière par l'autre. Donc derrière toute cette problématique, il y a celle de la confiance. C'est-à-dire, dans une cité, est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'autre? Est-ce qu'on peut s'en remettre à lui? Et c'est vrai, le formalisme actuel, le juridisme actuel, fait que tout devient extrêmement, j'allais dire, catégorique, tout devient stratégique, tout devient protocolé. Et il n'y a plus cette liberté d'espérance, finalement, qui ferait qu'en étant dépendant, on sait que l'autre saura se reconnaître dans notre dépendance comme frère d'humanité. Donc il y a tous ces éléments, peut-être, d'un point de vue moral, non? Oui, bien sûr. À la question de répondre si aujourd'hui on peut faire confiance aux autres, la réponse est non. A priori, n'est-ce pas? Mais c'est le vrai débat que tu poses. La dépendance peut être positive à partir du moment où il y a relation de confiance. Tu as absolument raison. C'est-à-dire que cela atténue la dépendance. Pourquoi les enfants ne se sentent pas dépendants ou ne disent pas merci, à moins qu'on les y oblige, vous voyez, dès qu'on les aide? Parce qu'ils trouvent ça naturel. Parce qu'il est naturel qu'on prenne en charge le plus faible, le plus vulnérable, etc. Et donc, à partir du moment où ça devient une relation tarifée ou protocolisée, comme tu dis, à partir de là, effectivement, c'est de l'aide mécanique, c'est de l'aide forcée. Il n'y a plus cette spontanéité du recours autrui. Je ne sais pas si vous faites la même expérience. Enfin, moi, je prends beaucoup trop le métro. Mais quand quelqu'un fait un malaise dans le métro, tout le monde s'écarte pour qu'il puisse tomber. Bon, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que là, on a... Alors après, vous avez des gens qui justifient ça. C'est-à-dire qui vous disent... Pourquoi est-ce que moi je l'aiderais que quelqu'un d'autre l'aide, un professionnel? Donc on va déléguer cette responsabilité de l'aide à des gens qui sont payés pour ça, dont c'est le métier, les pompiers, les soignants, etc. Et donc on ne se sent plus concerné humainement par ça.